Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, les manifestes Guidig. C'est une série de textes qui sont percutants, pour ne pas dire brutaux. Ils posent un diagnostic sans la moindre concession sur notre époque. On n'est pas du tout dans la philosophie de salon, là, c'est carrément l'autopsie d'une civilisation. Voilà. Dès le début, le ton est donné. Ce n'est pas une analyse en douceur, ce n'est pas une invitation au débat, non, c'est une décharge, un véritable électrochoc pensé pour frapper directement au cœur de notre condition humaine du XXIe siècle. L'idée, c'est de forcer le réveil. On arrive maintenant à la thèse centrale de Guidigen. Et c'est une idée qui est à la fois choquante et provocatrice. L'être humain moderne se serait domestiqué lui-même. Alors, décortiquons un peu cette définition, parce qu'elle est vraiment puissante. On aurait échangé notre force brute, notre vitalité, contre du confort. On a abandonné notre sauvagerie, d'accord, mais pas pour devenir plus noble, plutôt pour atteindre une sorte de neutralité un peu molle. Et, le meilleur pour la fin, on veut la paix, bien sûr, mais sans jamais, au grand jamais, remettre en question les privilèges qui, eux, génèrent la guerre ailleurs. Et là, on voit bien le gouffre qu'il y a entre la perception qu'on a de nous-mêmes et le diagnostic de Guidig. C'est immense. On se pense libre, il nous décrit comme domestiqué. On se croit conscient, il nous dit saturé d'informations et d'images. On se sent connecté, il nous voit comme des fugitifs, en fuite permanente de nous-mêmes. Et authentique? Pas du tout. En performance constante pour un public qui n'existe même pas. Et ce qui rend tout ça si insidieux, c'est que cette domestication, ce n'est pas quelque chose qu'on subit sans le savoir. Non, c'est un déni conscient. Au fond de nous, une petite voix le sait très bien. Elle sait que cette liberté n'est qu'une illusion, qu'on choisit ses filtres, et que réagir vite, ça mime la vie, mais ça ne veut pas dire être vivant. Mais Guidig ne s'arrête pas au constat. Pour comprendre ce comportement, il va plus loin. Il fait une sorte d'autopsie pour identifier les vrais moteurs de cette domestication, les peurs. Nos peurs fondamentales. La première de ces peurs, et c'est sans doute la plus visible à notre époque, c'est une peur purement existentielle. C'est la peur de ne pas exister si personne n'est là pour en témoigner. Et ça se traduit par une compulsion à créer des preuves de vie. Un post, un like, un statut, chaque action devient une tentative désespérée de se prouver qu'on existe, parce qu'on est devenu incapable de simplement être. La deuxième peur, elle, s'attaque à nos relations. Elle transforme quelque chose qui devrait être un élan, l'amour, en une sorte de marché. Et là, la mort n'est plus un don, c'est une négociation. On cherche plus à être aimé pour ce qu'on est, mais on fabrique une version de nous-mêmes qui soit vendable, pour obtenir l'approbation des autres. Le plus grand risque, évidemment, c'est de finir complètement enseveli sous ce personnage qu'on a créé. Troisième peur, celle-ci, elle est plus maligne, elle se cache derrière une façade de sérieux, de responsabilité, notre obsession du contrôle. Cette manie de tout vouloir planifier, tout gérer, tout mesurer, on aime bien appeler ça la maturité, n'est-ce pas? Pour Guidig, c'est tout l'inverse. C'est une forme de panique masquée. C'est le refus de laisser la vie arriver, c'est la croyance que tout ce qui n'est pas maîtrisé est forcément une menace. Et enfin, la quatrième et dernière peur, elle touche à notre quête de sens. Une quête devenue si frénétique qu'elle ressemble plus à une fuite en avant. C'est cette recherche un peu désespérée de sens dans des causes, des pétitions, n'importe quoi en fait. C'est d'une agitation permanente qui n'a qu'un seul but, faire taire la petite voix intérieure qui nous souffle que derrière tout ça, il n'y a peut-être rien, juste le vide. Alors la conséquence de toutes ces peurs, c'est un paradoxe assez fou. On développe une sorte de folie rationnelle. Notre esprit devient hyper fonctionnel, il optimise, il calcule, il raisonne, mais toute cette machine tourne à vide au service d'un néant existentiel. C'est une machine cognitive parfaitement cohérente dans sa propre absurdité. Bon, on a vu l'état intérieur. Maintenant, Guidig analyse les systèmes extérieurs qui, non seulement permettent cet état, mais qui en plus l'encouragent activement. Il appelle ça les systèmes de la stupidité fonctionnelle. La question est simple en fait. Comment est-ce qu'un tel état de déni et de peur peut se maintenir à si grande échelle? Pour Guidig, la réponse est qu'un ensemble de figures et de systèmes sont là pour décourager la pensée authentique et pour récompenser la conformité. Il identifiait plusieurs de ces figures. Par exemple, le prof moralisateur, qui ne récompense pas la vérité mais l'alignement. L'amuseur cynique, qui utilise le ridicule pour désarmer toute pensée un peu sérieuse. Le militant vertueux, qui se sert de la morale comme d'une arme. Le designer de la tech, qui passe son temps à raffiner l'aliénation pour en tirer du profit. Ou encore, le scientifique dogmatique, qui ne vend pas du savoir mais de la certitude. Chacun, à sa manière, maintient le système en place. Et ça va encore plus loin. Pour Guidig, même le langage, notre outil le plus fondamental, a été transformé. Ce n'est plus un outil pour explorer et révéler le monde. C'est devenu une cage, un uniforme qui sert à encadrer la pensée, à limiter ce qui peut être dit, et donc ce qui peut être pensé. Ok, le diagnostic est posé. Et il est plutôt sombre. Mais Guidig ne nous laisse pas là.
La dernière partie du manifeste, c'est un appel à l'action. Attention, pas une solution miracle, mais un vrai chemin de résistance intérieure, radical. Il propose ce qu'il appelle un protocole de sobriété éthique. En gros, c'est une série d'actions très concrètes à appliquer sur soi-même pour casser les schémas de la peur pile au moment où ils apparaissent. Par exemple, là où on a envie de plaire à tout prix, tenir bon, dire la vérité. Là où on a une envie folle de gagner, de l'emporter, céder. Et observer ce qu'on protégeait si férocement. Et enfin, là où on veut fuir, rester, respirer et résister. Il faut bien comprendre l'objectif final ici. Ce n'est pas de faire une révolution à l'extérieur, c'est un retour vers un axe intérieur, vers sa propre vérité. L'idée, ce n'est pas de changer le monde, mais de corriger sa propre trajectoire pour arrêter d'alimenter le système de l'intérieur. Et je crois que cette phrase, elle résume absolument tout. Ce n'est pas un texte de développement personnel. Le but, ce n'est pas d'aller mieux, d'être plus heureux. Le but, c'est d'être debout. C'est un appel à la force, à la lucidité, à la verticalité, même si c'est profondément inconfortable. Et on termine sur cette question vertigineuse. C'est le défi ultime que nous posent ces manifestes. Être debout, accepter d'y voir clair, retrouver sa force, même au bord du vide, surtout là en fait.